Bonjour, je suis à ma deuxième séance de cours. Rappelez que dans la première séance, j'ai traité la reproduction, ce qui me permet de vous présenter ce schéma. Vous voyez là que les deux types de reproduction, sexuée et asexuée, quelle que soit leur différence, transmettent leur caractère à leurs descendants. Et ces caractères sont déterminés par des gènes. Et la question qui se pose, où sont situés ces gènes? Eh bien, ces gènes sont portés par le chromosome. En effet, le chromosome est le support de l'information génétique. C'est le chromosome qui porte tous les gènes qui déterminent tous vos caractères. Pour cette raison, je vais traiter le chromosome dans ce cours, chez les deux types d'organismes. Commençons d'abord par les prokaryotes. Je prends comme exemple Escherichia coli comme bactérie, car il se trouve que c'est elle la bactérie modèle. Grâce à la microscopie électronique, on a pu visualiser ou bien observer le chromosome bactérien, qui est de forme circulaire, c'est-à-dire continue, compacté ou bien condensé dans une zone du cytoplasme qu'on appelle nucléoïde. Et l'analyse moléculaire, c'est-à-dire l'analyse plus fine de ce chromosome après son extraction de la bactérie, qu'est-ce qu'il a donné? Il a tout simplement montré qu'il est composé de 3 éléments essentiels. Particulièrement d'ADN, qui est quoi en fait? C'est l'acide désoxyribonucléique, associé à quelques quantités d'ARN et peu de protéines. L'ADN lui-même, comment on va le définir? Lui-même, c'est une molécule qui est formée par la répétition de sous-unités qu'on appelle nucléotides, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ensemble de nucléotides les uns à côté des autres. C'est pour ça qu'on dit que l'ADN est polynucléotidique. Le nucléotide lui-même, de quoi il est composé? Je l'ai représenté ici pour vous dire qu'il est composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est l'acide phosphorique. Le deuxième, c'est un ose, c'est le désoxyribose. Et le troisième, ce sont les bases azotées qui sont au nombre de 4. 4 bases azotées différentes. Je les ai représentées par des initiales. Ils sont connus justement par ces initiales. Le premier, c'est A, c'est l'adénine. Le G, c'est la guanine. Le C, c'est la cytosine. Et le T, c'est la thymine. Tous les êtres vivants ont la même composition moléculaire. De l'ADN, bien sûr. Qu'est-ce qui va les différencier? Eh bien, ce qui va les différencier, ce sont les séquences de base. C'est les séquences de base qui sera caractéristique de chaque molécule. Ces séquences de base différentes donneront des messages différents et donc les gènes seront différents. Donc je ne vais pas m'attarder en fait sur l'ADN et l'ARN. On aura le temps de les étudier dans un autre chapitre et dans une autre vidéo. Donc toujours est-il que l'ARN ici, je l'ai représenté, en fait c'est l'acide ribonucléique. Et donc il présente certaines différences avec l'ADN qu'on verra plus tard. Quelle est la structure de ce chromosome? Ce schéma montre en petit a que la structure du chromosome, elle est d'abord circulaire et est formée d'une double hélice d'ADN. Double hélice, c'est ce que vous voyez en petit b. C'est ça la double hélice d'ADN. Donc, double hélice continue, elle est circulaire, elle n'est ni entourée ni protégée par une membrane nucléaire. Alors imaginez, elle mesure 1 mm de longueur dans une cellule de 1 micromètre de diamètre. Donc la molécule d'ADN, elle occupe une surface très réduite. L'ADN doit être plié et donc bien compacté dans un espace réduit et cette compaction est la résultante de 3 structures superposées. Donc la première structure primaire, il se présente sous forme d'une double hélice. La structure secondaire, en petit c, cette double hélice est pliée sur elle-même en formant des boucles maintenues par des protéines de liaison. On a plus ou moins 50 boucles. Dans la structure tertiaire, donc en petit d, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que chaque boucle peut maintenir d'autres spires secondaires. C'est le superenroulement. Donc chaque boucle constitue en fait un solénoïde. Chez les eucaryotes, je prends comme exemple ici une cellule animale et l'explication est valable également pour les cellules végétales.
Les chromosomes des eucaryotes peuvent être observés ou visualisés par un simple microscope, le microscope optique ou bien photonique, bien sûr après leur coloration, mais pendant la division du noyau lors de la mitose. Pourquoi? Parce que pendant l'interphase c'est quoi? C'est la période qui sépare deux divisions cellulaires. Pendant cette interphase, on ne peut pas observer de chromosomes individualisés, car à ce moment-là, ils se présentent sous forme d'un réseau de filaments très fins, très longs, formant la chromatine. Donc ce que vous pouvez observer ici sur la figure, en interface, c'est de la chromatine. À ce moment-là, vous ne pouvez pas compter le nombre de chromosomes. Vous ne pouvez pas les voir. On ne voit qu'un noyau coloré présentant une masse sphérique qui correspond au nucléole. Donc, il va falloir attendre que ce réseau de filaments s'enroule, se plie et se contracte pendant la mitose pour réaliser les premières observations. Et cette contraction en fait est maximale au moment de la métaphase. La métaphase, c'est quoi? C'est l'une des phases de la mitose qu'on étudiera dans le prochain cours. J'ai représenté ici une cellule au début de la mitose qui est représentée par deux filaments colorés en rouge et en rose. Vous voyez que ces filaments sont longs, enchevêtrés et qui raccourcissent, qui deviennent très courts et épais pendant la métaphase. J'ai aussi représenté en dessous un schéma dans lequel j'ai représenté les chromosomes avec de la pâte à modeler. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, au début de la mitose, regardez, les filaments sont longs, enchevêtrés. On ne voit pas les extrémités. On ne peut pas les différencier. On ne peut pas les décrire. Et donc, logiquement, on ne peut pas les étudier. Il va falloir attendre qu'ils se raccourcissent, qu'ils se replient, se spiralisent pour pouvoir faire les premières études qui se fait en fait au moment de la métaphase. Regardez à droite au moment de la métaphase. Le chromosome est très court, donc là, vous pouvez l'étudier et donc le décrire. Au début de la mitose, avant que la condensation du chromosome soit trop importante, certaines régions présentent un épaississement plus accentué que d'autres. Ce sont des zones qui se colorent plus fortement et sont nommées chromomères. Lorsque le chromosome atteint sa taille la plus courte en métaphase, comment il se présente? C'est ce que vous voyez dans ce schéma en face de vous. En général, les chromosomes sont représentés en forme de X, comme ici. Alors le chromosome est formé de deux chromatides, comme vous voyez ici. Ce sont les chromatides sœurs. Chaque chromosome présente une constriction primaire. Une constriction primaire, c'est quoi? C'est un centromère qui correspond à la zone où les deux chromatides sont moins épaisses et sont plus étroitement accolées. C'est un étranglement. Il a un rôle important dans la mitose qu'on expliquera dans le prochain cours. Le centromère ici sépare chaque chromatide en deux bras. Regardez vers la gauche. J'ai représenté le bras proximal appelé P, c'est le bras court, que vous voyez vers le haut, et un bras distal long appelé Q, situé vers le bas. La position de ce centromère est toujours la même pour une même paire de chromosomes homologues. En plus, cette position permet de distinguer différentes formes de chromosomes qu'on verra dans la prochaine diapositive. Donc, un chromosome présente deux chromatides, un centromère et parfois des constrictions secondaires. C'est quoi les constrictions secondaires? Une constriction secondaire, c'est la zone où la chromatide maintenant est moins épaisse. Elle présente un étranglement. Et ici, j'ai représenté en fait deux constrictions secondaires, une en haut et une en bas. Aussi, certains chromosomes présentent des organisateurs nucléolaires. Les organisateurs nucléolaires, c'est quoi? Ils correspondent à la zone où pendant l'interphase se forment des nucléoles et sont situés en position terminale. Donc en fait, ils permettent la composition du nucléole. Certains chromosomes aussi présentent des satellites. Ce sont des masses sphériques de taille variable qui viennent en position terminale après une constriction secondaire. C'est ce que j'ai représenté vers le bas. Et enfin, on arrive au télomère. Il se trouve que tous les chromosomes présentent des télomères. Ce sont les extrémités des chromosomes qui ont la fonction de protéger le chromosome de la dégradation
et aussi d'empêcher que les extrémités des chromosomes ne fusionnent. La position du centromère permet de distinguer différentes morphologies de chromosomes. Le chromosome métacentrique, comme vous voyez ici, le centromère est médian ou proche du milieu, de telle sorte que les deux bras sont égaux, P égale à Q. Le deuxième type de chromosome, c'est un chromosome submétacentrique. C'est lorsque le centromère est situé en position submédiane, comme vous voyez ici. Il y a un bras plus court que l'autre. Le troisième type de chromosome, c'est un chromosome acrocentrique, lorsque le centromère est proche de l'extrémité du chromosome. En fait, il se trouve en position subterminale. Le bras proximal P est très réduit. Et enfin, un chromosome télocentrique, c'est lorsque le centromère est situé en position terminale. Le bras proximal, en fait, P, est presque punctiforme. L'utilisation des techniques de coloration a mis en évidence des bandes transversales sur le chromosome. Donc ces techniques ont révélé des détails supplémentaires dans la structure du chromosome, de telle sorte que chaque chromosome révèle un profil spécifique de bandes claires alternant avec des bandes sombres. C'est ce que vous voyez sur ce schéma. J'ai représenté le chromosome 6 de l'être humain avec son profil de bandes sombres alternant avec des bandes claires. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce profil sera différent du profil des autres chromosomes humains, le numéro 1, le numéro 2 et ainsi que le reste. Le nombre de chromosomes varie largement entre espèces. C'est ce que vous voyez sur ce tableau. J'ai essayé de représenter quelques espèces avec leur nombre de chromosomes. Chacune de ces espèces possède dans ses cellules somatiques deux lots de N chromosomes différents. Chaque lot est appelé le lot de haploïdes de N chromosomes. Donc, le nombre total de chromosomes de la cellule correspond au nombre diploïdes de N. Donc ici, je donne l'exemple de l'être humain. L'être humain, il est à 2N égale à 46 chromosomes. Il a un total de 46 chromosomes et toutes ces cellules possèdent 46 chromosomes, à l'exception des cellules germinales ou bien gamètes qui correspondent en fait à un lot haploïde de chromosomes, c'est-à-dire N, où N égale à 23. Donc la femme, elle produira par méiose un gamète 23 chromosomes, l'homme, il produira un gamète à 23 chromosomes, et la fusion au hasard des gamètes mâles et femelles donnera un individu diploïde à 2N égale à 46 chromosomes. La taille aussi des chromosomes, elle est variable au sein d'une même espèce, d'une paire de chromosomes homologues à une autre, et de plus, elle est variable entre espèces. Toutes les caractéristiques des chromosomes qu'on a pu étudier jusqu'à présent vont nous permettre de dresser un karyotype. Un karyotype, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une carte d'identité chromosomique d'un individu. Donc ici, j'ai représenté un karyotype d'un homme et j'ai essayé de représenter les chromosomes en utilisant également de la pâte à modeler, comme ça vous allez mieux comprendre. J'ai utilisé des couleurs différentes, regardez ici, chaque paire de chromosomes homologues a une couleur. Donc, les différentes paires de chromosomes homologues ont des couleurs différentes. Une paire de chromosomes homologues signifie quoi? Qu'un chromosome vient du papa et un chromosome vient de la maman. Vous observez ici que les chromosomes sont classés en fonction de leur taille décroissante, par paire d'homologues, par rapport à leur forme, la position du centromère, etc. Dans ce karyotype, vous observez 22 paires de chromosomes homologues, qu'on appelle autosomes, identiques entre la femelle et le mâle, ou bien le papa et la maman. Seulement, regardez bien, il existe une paire de chromosomes qui est différente chez l'homme. C'est la 23e paire de chromosomes. Il y a un chromosome, regardez bien, beaucoup plus petit que l'autre. Le grand, on l'appelle X, parce qu'il a la forme d'un X. Et le petit, on l'appelle Y. On ne l'appelle pas Y parce qu'il a la forme d'un Y, mais on l'appelle Y par ordre alphabétique. Le Y vient après le X.
et en plus pour attirer l'attention sur le fait qu'il est différent. Donc ils sont morphologiquement différents. Ils interviennent dans la détermination du sexe. On les appelle chromosomes sexuels, hétérosomes ou bien gonosomes. Ici, vous avez le karyotype d'un homme, X et Y. Alors que chez la femelle, cette paire est représentée par deux chromosomes de même taille, X et X. Tous les deux sont grands. Le karyotype s'écrit en indiquant avant la virgule le nombre total de chromosomes que vous comptez ici. Et après la virgule, la formule sexuelle. Comme ici, regardez vers le bas, on a 46 chromosomes, c'est le nombre total de chromosomes, virgule XY, parce qu'il s'agit d'un homme. Ici, c'est X et Y, donc on l'écrit X et Y. Le karyotype, non seulement varie au sein d'une même espèce selon le sexe de l'individu, mais il varie également dans une même espèce suite à des accidents génétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sert aussi à détecter certaines maladies. Je peux donner ici l'exemple de la maladie de la trisomie 21. La trisomie 21, tout le monde la connaît. Vous avez le chromosome numéro 21 qui, au lieu d'être représenté par deux chromosomes, il est représenté par trois chromosomes. Donc là, il y a un surdosage de gènes, ce qui donne en fait des individus mongoliens. Nous avons vu tout à l'heure que le karyotype humain est formé de 22 paires d'autosomes et d'une paire d'hétérosomes. Ici, cette figure montre un seul représentant de chaque paire autosomale et les chromosomes sexuels X et Y. Vous voyez que sous chaque chromosome sont indiqués le nombre de gènes approximatifs estimés d'après les premières versions de la séquence complète du génome humain. Alors dans cette figure, vous pouvez voir quel chromosome parmi les plus petits, le chromosome 19, qui présente la densité en gènes la plus importante que certains chromosomes plus longs, tels que le chromosome 4, le 8, le 9, etc. La constitution interne ou plus fine du chromosome. Le microscope optique ne nous suffira plus ici. On aura besoin de microscope électronique et bien d'autres techniques qu'on verra dans un autre cours réservé à la biologie moléculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chromosomes sont composés d'ADN, de protéines et une petite quantité d'ARN en transit vers le cytoplasme. L'association de l'ADN et de protéines qui constituent les chromosomes est appelée chromatine. Les chromosomes correspondent à la forme la plus compactée de la chromatine. Ce sont des termes qui sont importants à savoir. Regardez ce schéma. La molécule d'ADN est compactée encore et encore de telle sorte qu'on peut voir là qu'il existe plusieurs niveaux de condensation de ce long filament. Le premier niveau, petit 1. Toute la molécule d'ADN est associée à des protéines histones, réduisant 7 fois la longueur de l'ADN, ce qui permet la formation de nucléosomes. Histone, qu'est-ce que ça signifie? Et nucléosome, qu'est-ce que ça signifie? Histones, ce sont des protéines au nombre de 4, représentées en 2 exemplaires chacune, associées ensemble, formant un noyau qu'on appelle communément le noyau d'histone, que j'ai représenté à droite vers le haut. Le nucléosome est constitué de 2 tours complets d'ADN autour d'un noyau d'histone. Les nucléosomes, alors, donnent à la fibre de chromatine une apparence de collier de perles de 11 nanomètres de diamètre, 5 fois plus large que l'ADN libre. Vous pouvez voir ça à droite vers le haut. La remarque que je peux faire, et c'est en fait une parenthèse, c'est que la structure de la chromatine varie en fonction de la concentration en sel. Et cette structure de 11 nanomètres ne se présente qu'à des faibles concentrations en sel, c'est-à-dire que plus la concentration est élevée, plus la fibre est condensée. Passons tout de suite au deuxième niveau, petit 2. On passe d'une fibre de 11 nanomètres à une fibre plus courte et plus trapue de 30 nanomètres. La fibre s'enroule sur elle-même en superhélice de type solénoïde, de 6 nucléosomes par tour. Tout de suite après, nous avons le troisième niveau, petit 3,
Ces éléments, justement, se replient à leur tour en fibres de 300 nanomètres de diamètre, donc encore plus condensées. Passant après au quatrième niveau, à leur tour, ils se seront repliés encore en fibres de 700 nanomètres de diamètre. Dans le cas d'une cellule humaine, et à titre indicatif, les 46 chromosomes sont représentés par 46 molécules d'ADN, dont la longueur totale atteint environ 2 mètres, ce qui fait environ 2 cm d'ADN par chromosome. Vous voyez le degré de condensation des chromosomes et comment ils sont aussi bien organisés. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours et ce qu'il faut savoir et retenir pour le prochain cours est que les chromosomes sont le support de l'information génétique. C'est le chromosome qui est porteur des gènes. C'est lui qui est transmis d'une génération à une autre, qu'il s'agisse d'un prokaryote ou d'un eucaryote. Et cette transmission ne peut se faire qu'à travers la division cellulaire. Donc les chromosomes, après division cellulaire, sont transmis aux descendants. Donc logiquement, les gènes sont transmis aux descendants. Le prochain cours, on abordera les divisions cellulaires.